Je crois qu'en résumé ce qu'a dit le professeur Tabineau, aucune espèce animale n'est un modèle biologique fiable pour une autre. Je dis bien aucune espèce animale, même le chimpanzé. Je crois qu'il a donné un très bon exemple à ce sujet-là. La raison est très simple. Qu'est-ce qui définit une espèce? C'est son isolement reproductif. Le fait qu'une espèce donnée, mettons un chien, ne peut pas se croiser avec un chat ou une vache avec un cheval. Ceci est dû au fait que le patrimoine génétique, les chromosomes d'une espèce sont uniques et ne peuvent pas se complémenter au moment de la reproduction sexuée avec les chromosomes d'une autre espèce. Ceci explique donc qu'il y a un isolement reproductif d'une espèce et que, par conséquent, les gènes se défendant contre une maladie, etc., ces gènes sont uniques parce que le chromosome dans lequel ils sont logés est unique aussi. Par conséquent, il n'y a pas de modèle animal. Vous avez, je crois que ça a été cité, le chimpanzé, par exemple, le plus proche cousin dans l'évolution. Nous sommes séparés du chimpanzé il y a environ 5 millions d'années, c'est-à-dire deux fois rien. Néanmoins, le chimpanzé est complètement isolé, est complètement immunisé contre le sida, et par contre, il meurt s'il injecte le virus Ebola, une des fièvres hémorragiques. Donc, sur ces trois exemples, le chimpanzé, le meilleur modèle possible, a une réaction opposée, une réaction différente et la même réaction que nous. Parce que l'Ebola, également pour nous, c'est évidemment un virus très très dangereux. Donc, ceci étant dit, cette introduction étant faite, je vais venir au vif, ce que je voulais vous dire ce soir, qui en fait concerne des menaces qui pèsent sur notre espèce, d'une façon générale, à regarder l'évolution depuis trentaine et quarantaine d'années sur les pathologies majeures qui actuellement affectent les populations des pays industrialisés et également des pays en voie de développement. Nous allons voir que ces chiffres officiels montrent qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans une situation sanitaire extrêmement critique en France. Là, vous avez par exemple l'évolution des diabètes en France depuis 2000 jusqu'en 2009. Vous voyez que pour la population en pourcent, nous avons des données qui montrent qu'on était en 2000 aux alentours de 2,5% de la population qui était diabétique. Nous sommes aujourd'hui à plus que 5%. Donc on a doublé en l'espace de 10 ans, 10-11 ans, on a doublé le nombre de diabétiques en France. N'oubliez pas que le diabète est une maladie grave, avec des conséquences indirectes. Beaucoup d'autres pathologies viennent se greffer dessus sur le diabète, et donc ce sont des pathologies très lourdes, très graves et qui coûtent très cher. Un diabétique coûte à peu près 9 000 € par an à l'État, et la famille doit mettre autant pour que cette personne puisse rester en vie. Donc là, vous avez une évolution qui actuellement concerne environ 3 millions de personnes en France. La prochaine vidéo, s'il vous plaît. Voilà, en fait, c'est essentiellement les personnes au-dessus de 50 ans qui sont affectées par le diabète. En gros, 80-90% des personnes au-dessus de 50 ans. Et quand on regarde le nombre de personnes à 50 ans et plus en France qui sont affectées par le diabète, voilà l'incidence de tous les cancers en France. Également des données de l'Institut national de veille sanitaire, INVS. Et vous voyez qu'on est passé entre 1980 et 2005, vous avez également une augmentation de pratiquement du double du nombre de cancers en général dans la population française. Parmi les cancers actuellement les plus prévalents en France, il y a les cancers qui dépendent d'hormones. C'est d'une part le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Là, vous avez des chiffres qui montrent comment le cancer du sein, l'incidence d'un cancer du sein a augmenté entre 1985 et 2005 pour 1 million de femmes. Vous avez en 1980, même pas 800 personnes qui étaient affectées sur 1 million par le cancer du sein cette année-là. En 2005, nous sommes déjà aux alentours de 16 000. C'est-à-dire que là, le nombre de cancers du sein a doublé durant ces 2 années-là. À l'époque, en 1970, le cancer du sein concernait une femme sur 13 durant sa vie. Aujourd'hui, c'est 1 sur 7. La prochaine, je vais le montrer. L'autre cancer qui dépend d'hormones, c'est le cancer de la prostate. Non, le précédent. Voilà. Le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est un cancer, bien sûr, de l'homme. Et vous voyez que l'incidence entre 1980 et 2005 a été multipliée par 4. C'est-à-dire qu'on est passé de
400 cas diagnostiqués pour 1 million de personnes en 1980, nous sommes passés actuellement à de l'ordre de plus de 2000 qui souffrent de diagnostiqués en 2005. Extrêmement rapide de ces maladies dans un pays comme la France, et je suppose qu'en Italie, on doit être à peu près dans les mêmes circonstances. Dans tous les pays européens sont très comparables, même les États-Unis, le Japon, etc. Tous ces pays-là sont concernés de la même façon par ces maladies-là. La suivante, s'il vous plaît. Voilà un autre graphique qui montre simplement la fertilité masculine. Là, vous avez, vous voyez que cette concentration diminue de façon assez régulière. Ce qui fait que nous avons plus en 2000 que la moitié de la fertilité masculine de 1930. Donc voilà également quelque chose qui est assez inquiétant et qui fait que on est en train de se poser la question sur la fertilité de l'espèce humaine d'une façon plus générale. Un autre exemple ici, vous avez Alzheimer. La maladie d'Alzheimer touche essentiellement les personnes entre 65 et 85 ans. Vous voyez qu'actuellement, nous avons en France environ 1 million de personnes qui sont infectées par Alzheimer. C'est une maladie terrible. Les gens perdent complètement leur personnalité, ils perdent l'usage, ils ne savent plus quel moment on est dans l'année et ainsi de suite. Donc c'est une maladie qui est très très grave, qui elle aussi coûte à peu près 10 000 euros par an par personne, et il faut que la famille mette à peu près autant pour que ces personnes puissent vivre dans des conditions à peu près normales. D'ailleurs, ces maladies-là, en général, l'espérance de vie est aux alentours de 5 à 7 ans. Donc c'est très rapide. La suivante, s'il vous plaît. Voilà une autre donnée, c'est l'autisme. Vous savez qu'actuellement, l'autisme est une maladie, c'est pas... Eh bien, en 2010, après les données de Nature que j'ai repris là, en 2010, nous avons une naissance sur 100. Donc une naissance sur 100 actuellement est un enfant autiste. C'est une catastrophe parce que l'autisme, c'est autiste à vie. On ne sait pas les guérir. Ce n'est pas une maladie, c'est simplement un défaut de développement qui est acquis durant le développement de l'embryon au sein de sa mère et qui ensuite donc dure toute sa vie. Alors vous avez divers degrés d'autisme. Il y a des gens qui sont autistes légers, donc ils sont un petit peu dans la lune, appelons ça comme ça, mais d'autres qui sont autistes profonds et dont les parents ne peuvent pas s'occuper durant tant que les parents sont là, mais quand les parents ne sont plus là, eh bien, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Aux États-Unis, on considère qu'un enfant autiste coûte à peu près $800 par jour. C'est-à-dire qu'il faut le monitorer, il faut quelqu'un qui l'accompagne, il faut le mettre à l'école, enfin il faut un enseignement spécial à lui donner. Et en fait, en France, rien, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais en France, les familles qui ont des enfants autistes sont dans une situation absolument catastrophique. La maladie, c'est un niveau de développement qui progresse extrêmement vite. Et très critique, on est dans une situation avec des augmentations très rapides de diverses pathologies. Vous avez vu l'autisme, c'était donc actuellement de l'ordre de 1 cas sur 100 naissances et 1 sur 5000 il y a 25 ans. Et donc vous voyez que cet autisme a augmenté d'un facteur 50 dans l'espace de 25 ou 30 ans. Et donc ça continue à grimper comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de voir comment ça va se passer dans les années à venir? Parce que c'est très beau d'avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on voudrait bien, c'est de savoir, quand nos enfants qui sont nés depuis 2000, mettons, ou nos petits-enfants qui sont nés depuis 2000, quelle est la situation qu'ils vont trouver, la situation sanitaire qu'ils vont trouver quand ils seront dans la force de l'âge, 40 ou 50 ans. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre ces données que je vous ai montrées tout à l'heure et demander à l'ordinateur d'extrapoler ces données vers les années à venir, de toute façon à ce qu'on voit comment ça va évoluer. Alors, cette évolution a été prévue par l'ordinateur en supposant que les conditions actuelles se maintiendront sur les 30 ou 40 années à venir. Ce qui n'est pas du tout certain. Il est possible, on souhaite bien sûr qu'il y ait des améliorations médicales, c'est-à-dire qu'on trouve des médicaments pour aider les gens à se soigner. On souhaite aussi qu'il y ait de la prévention qui se fait, je vais en parler tout à l'heure. Et enfin, on suppose aussi que les systèmes de sécurité sociale qui permet aux gens de se faire soigner et de se faire aider, si vous voulez, financièrement pour ces diverses pathologies dont je viens de vous parler, continue. Ce n'est pas du tout le cas parce que déjà actuellement, la sécurité sociale en France, du moins, montre de grands signes de faiblesse et
il n'est pas certain qu'on va continuer à aider financièrement les gens qui sont malades. Donc voilà comment on va extrapoler ces données que je vous ai montrées jusqu'ici sur les 20 ou 30 années à venir jusqu'à mettons 2050. Pour les personnes de plus de 50 ans, il y a 40% des personnes, d'après les données qu'on a actuellement, qui seront atteintes de diabète. 40% de la personne, des gens qui naissent, qui sont nés, si vous voulez, en 2050, seront atteints de diabète. C'est catastrophique. La incidence pour les cancers, donc pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans, actuellement nous sommes aux alentours de 1%, plus avec 5%. En fait, en 2050, c'est 4,5% de la population qui, tous les ans, sera diagnostiquée avec un cancer. Ceci, ce sont des courbes d'incidence, c'est-à-dire le nombre qui apparaissent, le nombre qui ont diagnostiqué une année donnée. Ne pas confondre avec la prévalence, qui est donc le nombre de personnes qui vivent en 2050 maintenant, qui s'étaient diagnostiquées avec le cancer en 2050 ou en 2049 et ainsi de suite. Donc voilà également quelque chose qui est très inquiétant et on peut dire que vu cette augmentation annuelle du nombre de cancers, 4,5% en 2050, un tout petit peu moins en 2049 et ainsi de suite, si vous sommez tous ces chiffres-là, vous voyez qu'en fait, il y a déjà trois quarts de la population de 50 ans en 2050 qui sera atteinte de cancer, hommes et femmes, et en fait, leur espérance de vie, après diagnostic d'un cancer, en moyenne, l'espérance de vie est de entre 3 et 7 ans, ça dépend du type de cancer. Ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Mais en tout cas, ces personnes qui sont nées en 2000, quand ils seront vers 60-70 ans, n'ont pratiquement plus d'espérance de vie. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Cancer du sein, pareil. Là, nous avons actuellement donc une augmentation que je vous ai montré tout à l'heure. On extrapole, donc on demande à l'ordinateur d'extrapoler sur les années à venir, et on voit que pour 1 million de femmes, 5 000 seront diagnostiquées avec un cancer du sein en 2050. Là aussi, si vous sommez ces données sur les années précédentes, vous voyez que la population des femmes en France, 1 sur 4 sera concernée par un cancer du sein durant sa vie. 1 sur 4. Une autre extrapolation qui est assez inquiétante, le cancer de la prostate. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça a augmenté très vite d'un facteur, d'augmentation avec la 4e puissance du temps. Et si vous extrapolez, vous voyez qu'en 2050, sur 1 million d'hommes, il y en a 68 qui seront diagnostiqués cette année-là, en 2050, avec un cancer de la prostate. Et 6%, énorme. Donc là, vous avez effectivement une tendance catastrophique. On vous dit toujours, du moins c'est ce qu'on raconte en France, on raconte toujours en France que le cancer de la prostate va diminuer, c'est bien sûr le diagnostic là actuellement, et ainsi de suite. En fait, il n'en est rien. Ici, on regarde les chiffres jusqu'en 2012 que j'ai actuellement, et bien effectivement, cette courbe est tout à fait reflète très exactement ce que l'on observe jusqu'en 2012, 2011 ou 2012. S'il vous plaît. Voilà la fertilité masculine. Je vous ai montré tout à l'heure ce qui se passe entre 1930 et 2000, enfin entre 2000 et 2005. Si vous extrapolez cette droite jusqu'à arriver à zéro, vous voyez qu'on arrivera à zéro en 2084. C'est une certaine résonance avec 1984, vous connaissez le livre qui est écrit ça. Mais en tout cas, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décrète qu'à partir de 40 millions de spermatozoïdes par centimètre cube, la fertilité masculine est facile. C'est-à-dire que les couples, à partir de 2024, les couples auront tous besoin d'avoir recours à l'assistance à la procréation pour avoir encore des enfants. Déjà actuellement, en France, un couple sur 7 est obligé d'avoir recours à l'assistance médicale pour la procréation. 1 sur 7. Là, en 1924, c'est-à-dire dans pratiquement 10 ans, eh bien, tous les couples seront obligés de passer par là. Là, je parle uniquement de la fertilité masculine, la fertilité féminine n'est pas bien meilleure. Voilà également les prévalences d'Alzheimer. Là, j'ai des données qui viennent de l'Agence parlementaire d'évaluation de la politique de santé, OPEPS, pour les plus de 65 ans. Eh bien, qui représente à peu près un quart de la population, plus de 65 ans. Vous voyez qu'en 2050, 2070,
en fait, on sera à un quart de cette population-là qui sera diagnostiquée avec Alzheimer. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie d'avoir un quart de la population des personnes de plus de 50 ans qui sont atteintes d'Alzheimer? C'est une catastrophe. Voilà pour l'autisme. Je vous ai montré aussi le début de la courbe là, tout à l'heure jusqu'en 2010. Eh bien, si cette courbe, c'est une courbe du 4e degré par rapport au temps, si on extrapole ceci vers 2050, il y aura 300 enfants autistes qui naîtront par an sur 1000, c'est-à-dire 30% des naissances seront des naissances autistes. 30% de la population sera une naissance autiste. Absolument dément quand on voit ce chiffre. Qu'est-ce qui vient ensuite? Voilà, bon, c'était en fait pour montrer que la courbe jusqu'en 2010, donc elle trame bien, et ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est en fait la suite de cette courbe qui a été tracée par l'ordinateur. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc notre espèce est au risque de disparaître d'ici 2100. C'est pas très réjouissant, mais enfin, c'est quelque chose qu'on doit accepter quand on voit ce chiffre-là. Si on continue comme ça, voilà, en fait, nous sommes actuellement embarqués sur le Titanic sortait, qui est en train de se diriger tout à l'heure vers l'iceberg, l'iceberg ultime, cette Titanic fonce à toute allure vers cet iceberg. Aux commandes, vous avez les majors de l'industrie, qui sont l'industrie chimique, l'industrie de l'alimentation, l'industrie agricole également, les télécommunications, les micro-ondes, etc., l'industrie nucléaire. Et donc, notre espèce est déjà actuellement très malade, et si on continue comme ça, on fonce à toute allure vers ce fameux iceberg. On peut l'avoir, Apocalypse Iceberg. Voilà, donc là vous avez effectivement quelque chose qui est très très inquiétant, et donc nous allons vers le crash de notre espèce en 2100. Alors, malgré les cris d'alerte qui sont lancés par des organismes non gouvernementaux comme Equivita, Léal, Antidote Europe, Européen pour une médecine plus sérieuse, qui est en Angleterre, eh bien, les autorités européennes, les autorités nationales aussi, les autorités européennes en tout cas, qui sont fortement impressionnées et infiltrées par les lobbies des majeurs, eh bien, refusent de changer de cap et continuent à nous dire que nous voyons des fantômes et en fait qu'avec les modèles animaux, ils voient clair et il n'y a pas de problème, continuez comme ça. En fait, la réalité est juste l'opposé, c'est-à-dire que la vérité est que l'expérimentation animale, le modèle animal est une illusion. Donc il nous faut absolument changer de cap, et changer de cap rapidement. Donc on va prendre les commandes, et ce qui va se passer pour que nous n'allions pas vers la catastrophe qu'on est en train de voir se dessiner depuis 10 ou 20 ans autour de nous. Donc voilà, il y a un espoir, et voilà, il y a un espoir de gagner. On va voir sur la diapo suivante. Voilà. Il faut absolument mettre en place une prévention. C'est une priorité absolue. Une prévention qui doit être valable pour l'homme. Elle doit être, bien sûr, n'impliquer aucun animal, on vous l'a longuement expliqué déjà tout à l'heure. Elle doit être supportable, c'est-à-dire qu'il y a un coût qui est raisonnable. Elle doit être rapide, c'est-à-dire que c'est pas, il faut attendre 10 ou 20 ans avant d'avoir fait le ménage sur les produits chimiques qui sont autour de nous. Et elle doit aussi être capable de nous montrer comment agissent les métabolites et les mélanges de produits. Parce que n'oubliez pas que vous avez dans votre organisme non pas un produit chimique, mais vous en avez des dizaines qui sont souvent, disons, renouvelés régulièrement. Je vais en parler tout à l'heure. Et donc nous avons tous dans notre organisme un certain nombre de produits chimiques qui n'ont rien à y faire et qui interagissent entre elles, et qui donnent lieu à des mélanges, si vous voulez, qui peuvent être parfaitement catastrophiques. Donc
Donc tous ces produits-là sont en train de travailler dans notre organisme et sont en train de nous démolir petit à petit. Il faut s'en rendre compte, et pas uniquement les personnes âgées, mais également les jeunes, les enfants, même avant qu'ils ne naissent. Et donc c'est quelque chose qui doit nous inquiéter beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 2004-2005, nous avons été les premiers en Europe à développer une méthode d'évaluation des risques toxiques, qui s'appelle la toxicogénomique. Alors c'est une méthode, je vais vous le dire en deux mots très rapidement sans passer dans les détails, une méthode relativement simple qui est basée sur deux progrès scientifiques importants qui ont été faits à la fin du siècle dernier. La première, c'est la génomique. C'est une façon de regarder non pas un gène, mais un ensemble de gènes dans une cellule donnée. Nous avons dans nos gènes, dans nos cellules, à peu près 23 24 000 gènes qui sont effectivement exprimés. Nous pouvons les regarder tous si nous voulons le faire. Nous avons des outils, comme la génomique, qui permettent de les regarder tous et de voir les modifications d'expression de ces gènes quand ils, par exemple, sont exposés, quand la cellule est exposée à un produit chimique. Donc ça, c'est une méthode extrêmement puissante qui est en train de faire des progrès fantastiques avec non seulement méthodologique, mais également pour étudier des problèmes comme les cancers, etc. On regarde quels sont les gènes qui sont modifiés quand une cellule se met à proliférer et donc à faire un cancer. Donc c'est une méthode extrêmement puissante. C'est le premier principe de la toxicogénomique. Le deuxième principe est dû au fait que nous savons actuellement cultiver toutes les cellules humaines. On sait toutes les cultiver plus ou moins facilement, mais toutes sortes de cultures. Et en particulier, le prix Nobel de cette année a été donné à quelqu'un, Yamanaka, au Japon, qui a trouvé une façon de prendre des cellules adultes, donc on prend les cellules de la peau d'une personne, et on la traite avec 3 ou 4 protéines différentes, et ces cellules reviennent au niveau embryonnaire. C'est-à-dire qu'on a fait remonter le temps à la cellule en question, donc à ce moment-là, on peut de nouveau utiliser ces cellules pour faire d'autres organes ou d'autres tissus humains. Donc voilà ce que l'on obtient concrètement. Chacun des points ici représente un gène humain, donc voilà, que nous connaissons. Là, par une petite astuce de biochimie, on a mis en rouge les gènes qui sont forcés de s'exprimer du fait de la présence de la cellule, auprès de la cellule du produit chimique qu'on veut tester. On a transformé en vert ceux au contraire qui sont réprimés, les gènes qui sont réprimés du fait de la présence du produit chimique, et puis les couleurs intermédiaires pour les gènes qui sont plus ou moins perturbés, en plus ou en moins par rapport aux gènes dans les cellules qui ne sont pas exposées. Donc c'est super différentiel. Donc là, vous pouvez lire à livre ouvert ce que la cellule est en train de subir quand elle est exposée au produit chimique pendant une certaine concentration et pendant un certain temps. Vous pouvez faire ces manips-là très facilement. Là, c'est des manips que nous avions faites dans 2004-2005. C'est des manips qui durent 24 heures. Et le coup, là, nous avons effectivement une méthode qui permet de savoir comment ces produits chimiques agissent sur nos cellules. Bon, on me dirait, mais nos cellules, c'est pas l'organisme, c'est vrai. Mais en fait, n'oubliez pas que chacun d'entre nous était au début de sa vie un œuf fécondé. Cet œuf fécondé s'est divisé, mettons 50 fois à peu près, pour avoir les millions et milliards de cellules qui constituent notre organisme. Eh bien, chacune de ces cellules a le même patrimoine génétique que celle de l'œuf fécondé qui est au départ de notre vie. Donc, si vous avez une réaction pour une des cellules qui montre qu'effectivement la cellule est en train de subir une agression de la part d'un produit chimique, c'est vrai pour toutes les autres cellules de l'organisme. Donc là, vous avez quelque chose qui vous permet de savoir de façon très simple qu'est-ce qui est valable, quelles sont les conséquences pour notre organisme de l'exposition aux produits chimiques en question. Je peux prendre la suivante, s'il vous plaît. Bon, là nous avons en fait, dès 2004-2005, grâce à Fabrizia d'ailleurs, nous avons pu convaincre le Parlement européen d'introduire dans le processus REACH, dans la directive REACH, d'introduire la toxicogénomique comme méthode d'évaluation des produits chimiques. Malheureusement, probablement sous l'effet de lobbies qui sont derrière la Commission de Bruxelles, pour l'instant, la Commission de Bruxelles refuse d'utiliser la toxicogénomique en prétendant qu'elle n'est pas validée. C'est à elle de le valider. Ça fait 7 ans qu'elle attend pour la valider, elle ne l'a toujours pas fait. Donc là, il y a effectivement quelque chose, je pense que notre initiative européenne, ICE, là, que l'on est en train de faire, va nous permettre effectivement d'un petit peu taper sur la table avec la Commission de Bruxelles. En tout cas, moi je le souhaite.
Et donc, la suivante. Voilà, je veux juste pour terminer vous donner un rapide exemple. Fabrice, j'en prends un peu de temps. Un rapide exemple, bisphénol A. Bisphénol A est une molécule qui est très simple à fabriquer. Vous achetez chez le droguiste du coin de l'acétone, vous achetez du phénol, vous le mélangez, vous mettez une petite goutte d'acide et vous avez cette molécule, donc avec deux noyaux phénoliques, vous avez là avec OH à chaque bout, et puis un carbone entre les deux. C'est une molécule très simple. À partir de 1950-1960, l'industrie chimique s'est aperçue que ce produit, on pouvait en faire des plastiques, des matières plastiques. Je peux avoir la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ce bisphénol-là, vous le trouvez donc sous forme de matière plastique, qu'on appelle le polycarbonate, dont on fait des espèces de vitres très transparentes. On en fait aussi des emballages pour l'alimentation. On en fait dans les boîtes de conserve, à l'intérieur sont tapissées d'un film de plastique, c'est du bisphénol, c'est du polycarbonate. Malheureusement, ce polycarbonate, on peut facilement le faire avec le bisphénol, on rajoute un petit peu de soude et ça prend en masse, si vous voulez, ça donne le polymère. Donc il est extrêmement important de voir si cette molécule peut rentrer en contact avec notre organisme et poser des problèmes. Alors, il ne faut pas oublier, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais on fabrique actuellement de l'ordre de 3 millions de tonnes de bisphénol A par an à travers la planète. 3 millions de tonnes, ça fait 3 milliards de kilos. Nous sommes 6 milliards sur cette planète, c'est-à-dire que l'industrie chimique actuellement fabrique, et c'est le volume le plus important qu'elle fabrique à peu près 1 livre de bisphénol A par habitant. Bon, chacun n'a pas droit à sa livre. Enfin, pour vous dire que tout autour de nous, il y a plein de bisphénol A, et nous sommes, ça a été prouvé par les Américains en particulier, mais aussi par les Canadiens et maintenant par les Européens, que nous sommes tous imprégnés de bisphénol A. Alors, bon, on l'élimine assez rapidement, mais comme nous sommes en permanence exposés de nouveau à des produits autour de nous qui contiennent le bisphénol A, eh bien, nous avons un niveau permanent de dose bisphénol A dans notre organisme qui est très élevé. Et donc, c'est important de voir quels sont les effets de ce bisphénol A sur notre santé. Pour la suivante, voilà. On a fait la toxicogénémie du bisphénol A sur les cellules humaines en 2 jours. Voilà, l'étude a duré 2 jours, en 2004, fin 2004. Bon, le bisphénol A, BPA, mime l'effet d'hormones. Et effectivement, il provoque des pubertés précoces. Actuellement, effectivement, la puberté chez les jeunes filles deviennent de plus en plus précoces. En France, on attend pas mal de cas de jeunes filles à 7 ans qui sont déjà pubertes. Nous avons également une perturbation des caractères sexuels secondaires, aussi bien chez l'homme que chez la femme, et nous avons une diminution de fertilité. Donc ça, des signatures génétiques nous montrent que le bisphénol A fait à ces effets-là sur les cellules humaines, et donc il est très probable que c'est également ce qu'on observe dans la population française. Deuxième point, le bisphénol A affecte le développement neuronal du fœtus. C'est-à-dire que la mise en place du système nerveux central est affectée par le bisphénol A, qui bloque certains gènes qui sont en charge de répartir correctement le cerveau. Donc nous soupçonnons, mais ce n'est pas prouvé, nous soupçonnons que le bisphénol A est en partie responsable des problèmes d'autisme que nous observons actuellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument approfondir, parce que l'autisme, c'est évidemment une maladie extrêmement, un développement extrêmement rare. Nous avons aussi vu que le bisphénol A induit des maladies conformationnelles, c'est-à-dire qu'il induit des choses comme Alzheimer, le diabète de type 2, le parkinsonisme, la Corée de Saint-Louis, donc le Corée de Huntington, comme on l'appelle en anglais. Et donc là aussi, nous avons des signatures génétiques qui montrent que le bisphénol A est responsable de ce type de maladie. Nous avons également le bisphénol A, bien sûr, est cancérigène, donc le cancer du sein et de la prostate, puisqu'il mime l'effet d'hormones, et donc nous avons des signatures. Ce diabète, ces cancers sont dus au bisphénol, en partie dus au bisphénol A. C'est également un neurotoxique. Neurotoxique surtout chez les enfants, en dessous de 15 ans. Les rend agressifs, il provoque des anxiétés, il affecte l'appétit, donc problème d'appétit soit peut-être dû au bisphénol A. Il affecte la compréhension, l'apprentissage, la mémoire. Donc là, vous avez un certain nombre d'effets neurotoxiques qui ne sont pas négligeables du tout et que l'on observe effectivement actuellement en train de se développer dans les populations des pays industrialisés. Enfin, le
le bisphénol A est synergique avec d'autres hormones féminines, en particulier le sylvestrol, qui est en fait la même chose. Or, le sylvestrol est une catastrophe. C'est un produit qui a provoqué dans les années 40, 50, 60, 180 un certain nombre de malformations chez les femmes et chez les enfants des femmes. Encore aujourd'hui, nous avons en France un certain nombre de jeunes filles qui ont des problèmes de malformations génitales, des problèmes de cancer du sein, des problèmes de fertilité, qui sont dus au fait que leur grand-mère a pris du diéthylsylvestrol. Et on voit effectivement que la proximité entre le phénol, le bisphénol A et ce sylvestrol est telle. Il y a un principe de chimie qui dit que quand vous avez des structures très proches, vous avez des activités très proches aussi. Donc nous sommes en train de dire attention au bisphénol A. D'ici 10 ou 20 ans, on va s'apercevoir qu'effectivement, les gens qui sont exposés au bisphénol A vont développer les mêmes types de problèmes que ceux qu'on a vus pour le sylvestrol. Là aussi, on souhaite beaucoup de plaisir aux médecins quand ils auront à se taper ces... Voilà, donc vous voulez que ça change? Alors il faut agir très vite. Vous avez le Bugs Bunny et son canard qui est en train de se faire pourchasser par un diable de Patagonie, non, de Tasmanie. Voilà, donc ce que nous recommandons, c'est qu'il faut échapper aux menaces qui nous menacent qui sont autour de nous, les menaces de santé, et il faut instaurer une prévention scientifique dont la toxicogénétique. La suivante, s'il vous plaît. Next one, please. Voilà, bon, ça c'est pour vous expliquer ce que c'est. Je vous explique comment ça fonctionne, la toxicogénémie, mais bon, si ça intéresse quelqu'un, je peux vous l'expliquer tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup.